Bienvenue, Youssef Chalabi. Merci pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté, de ne pas avoir hésité d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, ça a été assez direct, Youssef Chalabi, Smart Connecté, fondateur PDG du groupe Outsourcia. Outsourcia, on le rappelle aussi, même si c'est une marque connue et reconnue sur la place, spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client. C'est bien ça. Et vous êtes également président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, FMES. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est complet. Débat d'aujourd'hui, thématique d'actualité, IA, intelligence artificielle générative, offshoring, externalisation. On dit un peu plus outsourcing aujourd'hui. Pourquoi plus outsourcing? Outsourcing parce que ça correspond à la terminologie qui est utilisée au niveau mondial dans les différentes destinations de ces métiers qui sont ceux de l'externalisation, et on traduit externalisation par outsourcing, alors qu'offshoring c'est plus une dynamique qui était plus nord-sud et ça correspondait plus à un mouvement, on va dire, de délocalisation. On n'est plus vraiment là-dedans, d'autant que le marché local aussi est devenu important. Et donc, il n'y a pas d'offshoring lorsqu'on fait de l'externalisation au Maroc, en Afrique, on est plus... Donc, voilà. le terme employé aujourd'hui, c'est... On parle plus d'outsourcing aujourd'hui. Outsourcing. Est-ce que justement, ça sera plus de productivité et moins d'emplois dans les métiers de l'activité de outsourcing, de relations clients, de support client? C'est une question. C'est une question ouverte avec un point d'interrogation, parce que c'est une question d'ailleurs philosophique, mais aussi économique et financière. Là-dessus, je vois bien, en préparant votre venue, Youssef Chalabi, j'ai benchmarké un petit peu ce qui se disait un petit peu dans le monde et ce qui se faisait en termes de pratique, de changement à la lumière des changements de paradigme. Alors, je ne sais pas si votre réflexion, appréciation va se faire à travers ce qui se passe, le scope monde, ou ce qui se passe un peu chez nous. Les deux forcément, puisqu'on regarde les pays qui sont en avance. Et effectivement, l'Inde, plusieurs pays d'Asie, les Philippines ont enclenché le mouvement un petit peu avant nous. Et bien entendu qu'on observe les tendances au niveau de ces pays qui sont pionniers. Et puis après, il y a aussi des spécificités locales, et puis on en parlera. Donc est-ce que ça veut dire que alors aujourd'hui, que ce soit Outsourcia, parce que j'ai la chance d'avoir son président, directeur général et fondateur, vous avez basculé le modèle économique? Est-ce que aujourd'hui, sous la pression de l'intelligence artificielle, j'ai dit pression, parce que je pense qu'on peut parler de pression d'intégration de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez fait évoluer votre modèle économique et financier? Exactement. Enfin, déjà, on réinvente notre métier en intégrant plus de technologies, et ça a des impacts également sur le modèle économique. Donc, c'est si vous voulez, pour nous, une évolution vers un métier qui était essentiellement humain et qui devient aujourd'hui un vrai tandem entre la technologie et l'humain au service d'une meilleure productivité, d'une meilleure qualité et d'un modèle économique plus attractif pour nos clients. Ça, c'est déjà une estimation, une évaluation que vous avez déjà faite sur ce que vous avez testé en matière d'intégration d'intelligence, de solutions en fait, de solutions d'intelligence artificielle et cette combinaison entre l'humain et le robot? Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire aujourd'hui, on est sur une dynamique de croissance au niveau du secteur dans sa globalité et puis au niveau effectivement d'Outsourcia, et pour dire voilà, donc c'est bon, on est bon maintenant? On a, on va dire, un peu plus de 2 ans de recul aujourd'hui. C'est vrai que l'IA existe depuis longtemps, mais elle est beaucoup plus visible depuis l'arrivée des nouveaux LLM comme ChatGPT. Et on a des clients qui sont partis très tôt dans la mise en place d'outils qui permettent d'automatiser, de robotiser. Et ceux qui sont les plus avancés, on a vu que ça pouvait impacter 20 à 30% des flux environ des activités qui peuvent être aujourd'hui automatisées, gérées par des robots. 30% là-dessus, Youssef Chalabi, si vous permettez, 30% d'activités d'opérations automatisées, on est bien d'accord? Est-ce que ça veut dire aussi de facto 30% de masse salariale en moins? Alors là-dessus, on va prendre un petit peu le temps de raisonner, parce que c'est un petit peu la question qui est obsessionnelle et qui est tout le temps en train de revenir. Les robots vont remplacer les humains, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont basiques, qui sont normées, qui sont standardisées, qui peuvent être automatisées, qui l'ont déjà été en grande partie, avec ce qu'on appelle dans notre métier le self-care. Donc c'est lorsque vous aviez il y a quelques années un besoin par rapport à une modification d'une offre de votre forfait au niveau de vos opérateurs télécoms, par exemple, vous deviez appeler pour tout faire avec un agent. Aujourd'hui, vous pouvez gérer une très grande partie des demandes directement via un portail qui fait que vous êtes totalement autonome. En plus, avec des clients qui sont plus technophiles, ils arrivent à gérer un nombre important de requêtes directement à leur niveau. L'IA, en fait, ça accélère un petit peu cette tendance, ça permet d'automatiser encore plus. Mais une grosse partie, en fait, était déjà gérée auparavant.
Après, lorsque vous contactez en fait un service client, c'est que vous estimez que les informations que vous pouvez avoir seul sont insuffisantes et que vous avez besoin en fait de parler à quelqu'un, puisque c'est une demande qui est plus complexe, où vous avez besoin d'avoir un lien direct avec la marque pour une question, quelle que soit la question que vous allez avoir. Pratique. Voilà. Ouais. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a moins d'automatisation possible, puisque ce qui a été automatisé l'a déjà été fait. Et donc, il y a dans certains cas réellement besoin d'un lien direct avec la marque. Mais on est bien d'accord, et dans ces cas-là, le client, il n'a pas vraiment envie de parler à un robot, en fait. C'est que s'il pouvait le faire, il l'aurait déjà fait tout seul, en fait. Et donc là, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir quelqu'un pour pouvoir échanger, si vous voulez. Donc, il y a besoin d'avoir ce lien authentique. C'est pour ça, quand on dit avec le recul, nous, on voit des marques qui ont démarré, vraiment qui ont été pionnières. On a vu que ça a pu impacter 20 à 30% des flux. Oui. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, sur un gâteau qui a une taille qui est stable, ben, il y a 30% de flux en moins, ça voudrait dire 30% de ressources en moins. Mais la grande erreur, c'est qu'on n'est pas sur un marché qui est stable, on est sur un marché qui est en croissance dans l'ordre de 8% annuel au niveau mondial, le marché de l'outsourcing, ça c'est une estimation de McKinsey sur les 10 années qui viennent. Et avec une croissance encore plus importante au Maroc. Au Maroc, on est plutôt à une croissance de l'ordre de 15%, qu'on a encore fait cette année. Donc, malgré l'arrivée de l'IA, il y a plus de 2 ans. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le sous-jacent majeur, qui est le levier principal de la croissance de notre secteur, c'est cette dynamique d'externalisation. Si on prend le marché français, qui est notre premier marché, on considère qu'il y a environ aujourd'hui encore 80% de l'activité qui est gérée en interne dans les entreprises et 20% qui est externalisée. Donc ça veut dire que le mouvement d'externalisation, qui est encore très fort, et il va être supérieur à ce qui va être automatisé. Donc même si en fait une partie on va dire au niveau de la photo, il y a une partie de l'existant qui va être automatisée, mais il y a une croissance derrière qui est encore plus importante. Est-ce qu'on a une certitude, Youssef Chalabi, que de pouvoir capter au Maroc justement ce potentiel marché français déjà d'une part? Et pourquoi rester focus que sur le marché français? J'ai l'impression qu'en fait, que ce soit l'activité outsourcing et non pas offshoring d'ailleurs, ou l'activité du tourisme, on est focus que sur le marché français. Est-ce qu'il n'y a pas danger aussi sur le fait d'aujourd'hui, à la lumière de développement de l'intelligence artificielle, la France n'est pas forcément à la pointe d'ailleurs sur l'intelligence artificielle, et de focuser et d'être arrimé quelque part chez nous, essentiellement sur le marché naturel et culturel français. C'est plus le cas aujourd'hui. C'était le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on travaille sur différents marchés. Je vous parle d'Outsourcia que je connais mieux. C'est qu'on gère plus de 10 langues aujourd'hui. Et alors qu'au départ, on était uniquement sur le français et l'espagnol. Donc l'indépendance vis-à-vis du marché français est déjà moindre. Et puis le marché local se développe également. Puis le marché africain également se développe. Je parlais du marché français uniquement pour vous donner avec des chiffres, le potentiel d'externalisation qui existe encore, et c'est pour vous dire que ces 80% des activités qui sont gérées en interne des entreprises, qui vont aller vers des outsourceurs comme nous, vont être le principal levier de croissance de notre activité. Et donc, arrêtons de se focaliser uniquement sur l'IA. C'est comme si, en fait, le reste n'existait pas, mais il faut voir ce qui va permettre de continuer à porter le secteur en termes de développement d'emplois et de revenus. Et bien entendu, il y a des choses qui vont avoir un impact sur des volumes, et on les a cités. En tout cas, donc l'un dans l'autre, on est dans une logique de croissance qui est encore pérenne. En tout cas, dans un premier temps, l'équation montée en puissance des solutions intelligence artificielle générative et destruction d'emplois, vous dites non. C'est pas, voilà, on voit que ça monte en charge au niveau de l'intégration de l'IA dans les chaînes de valeur, mais ça ne se traduit pas par moins de ressources humaines. Exactement. Même s'il y a moins d'interaction, vous dites qu'il n'y a pas moins d'emplois pour le moment. Puisqu'en fait, on n'est pas encore une fois on est sur un marché qui est en forte croissance, une croissance plus importante que l'effet de remplacement qu'il y a avec l'automatisation. Est-ce que ça, il va pas y avoir un phénomène d'érosion qui risque de se produire? Comme ça, on ne va pas être surpris, parce que certains ont été surpris du débarquement de l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient s'accélérer aussi, et que cette croissance en fait se transforme, qu'elle reste dynamique, que vous avez qualifié d'insolente, mais qu'elle reste dynamique, mais peut-être qu'avec un visage différent? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas être portée uniquement par l'humain, et qu'on voit qu'aujourd'hui, les modèles qui fonctionnent le mieux sont des modèles hybrides, où il y a un vrai tandem entre la technologie et l'humain. Et aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, puisque c'est ce que demandent nos clients. C'est là où en fait on va tirer le meilleur parti en fait de l'avantage à la fois de la productivité que peut offrir un robot, mais également de l'authenticité et de la personnalisation que demandent les clients. Et en alliant au mieux les deux, on arrive avec les modèles qui sont les plus pertinents, aussi bien en termes de qualité que de modèles économiques. Donc en fait, grosso modo, les gains de productivité se feront sur la base d'un modèle hybride, moitié robot, moitié humain. Exact. Mais vous dites, vous, en tout cas au niveau d'Outsourcia, il n'est pas question de
de licencier, de réduire la masse salariale? Au niveau du secteur, on voit qu'on a continué à créer dans le secteur de l'outsourcing au Maroc plus de 10 000 emplois par an. La tendance C'est beaucoup, se ça, poursuit. 10 000 emplois par an? Parce que j'ai vu que... C'est très bien. Enfin, c'est suffisant pour qu'on reste le leader régional, qu'on reste le numéro 1 sur les marchés francophones et qu'on a gardé cette position en fait de pays qui est leader en fait dans ces métiers depuis la création, malgré l'arrivée des destinations concurrentes. Donc on tire très bien notre épingle du jeu aujourd'hui, malgré les différents défis qu'on a vu venir. Et puis le dernier qui est celui de l'IA, qu'on gère également. Donc le trend actuellement, depuis quelques années d'ailleurs, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, exact. J'ai eu la chance aussi de vous recevoir ici. Oui, je pense que c'est la troisième fois qu'on se rencontre. En 2020, voilà, il y avait la première fois en 2018. Ouais. On est toujours, on voit une montée du chiffre d'affaires, mais on ne voit pas forcément une montée en puissance, une création massive d'emplois dans le secteur de l'outsourcing, de l'externalisation. Ah non, il y a une création massive d'emplois dans le secteur de l'outsourcing, de l'externalisation. Allez-y. On est dans le top 3 des secteurs les plus créateurs d'emplois, les secteurs les plus résilients. Pendant la période Covid, on était premier. Et puis toutes les crises, on les traverse en maintenant une croissance insolente qui est supérieure à 2 chiffres. Non, je veux dire, vous êtes sur un train de 10 000 créations d'emplois par an. Oui. Et on peut faire encore plus. Voilà, mais certains pourraient considérer que ce n'est pas forcément suffisant. Parce que on peut toujours faire mieux, bien entendu. C'est un secteur aussi qui bénéficie de soutien des pouvoirs publics. Vous voyez, donc se dire, voilà, quand est-ce certains s'attendaient à ce que ce secteur décolle. Alors le secteur, il a plus que décollé. Il a plus que décollé. Il est dans le top 5 des plus forts générateurs de revenus à l'export pour le pays. C'est quoi, c'est 17-18 milliards de dirhams, dernier chiffre 2023. 18 milliards et sans intrant. C'est-à-dire que nous, quand on fait 18 milliards... c'est du service. C'est du service. C'est normal qu'il n'y ait pas d'intrant. C'est normal, mais en même temps, c'est une contribution nette au commerce extérieur, qui est donc du coup plus importante que celle de l'aéronautique, par exemple, dont on parle beaucoup, mais en termes de création de valeur, aujourd'hui, l'outsourcing... Mais le secteur de l'outsourcing en concurrence avec l'aéronautique et l'automobile... Il n'y a pas de concurrence. C'est pour dire qu'on parle beaucoup de l'industrie au Maroc depuis quelques années, et on a très bien fait, en fait, de remettre ça au cœur des priorités de notre politique de développement, avec des résultats qui sont très probants. Mais il ne faut pas oublier que les services, il y a une vraie révolution qui est en cours également, et le Maroc a vraiment géré au mieux cette insertion dans cette économie du savoir, avec une création d'emplois qui est très importante, et on a vu en termes de revenus à l'export aussi, qui compte aujourd'hui dans le top 5. 18 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export en 2023, vous le projetez d'ailleurs en 2025? Alors on veut maintenir ce rythme qui est de l'ordre de 15% annuel. On a clairement la capacité de pouvoir la 10 000 créations d'emplois par an, ça veut dire qu'avec l'intégration de plus en plus croissante et accrue de l'intelligence artificielle dans tous les process, chaînes de valeur de votre activité outsourcing, est-ce que ce sera plus de 10 000 emplois en termes de courbe et de perspective, ou ça risque d'être moins sur les prochaines années? On a objectif de doubler en fait cette cadence. De passer à 20 000? Oui. D'ici 2030, donc en fait, c'est l'objectif qui a été défini dans le cadre de la stratégie. Maroco Digital 2030, j'ai vu ça. C'est bien connu ça? Parce qu'à l'époque, l'intelligence artificielle n'avait pas été retenue comme priorité nationale dans la Maroco Digital 2030. Et effectivement, vous, en tant que président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, vous avez pris cet engagement public de doubler à l'horizon 2030, de passer de 10 000 à 20 000 emplois. Maintenant, certains considèrent qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être plus compliqué. Alors, encore une fois, à chaque fois qu'on nous pose cette question, il faut bien s'en rendre compte, on nous dit, voilà, ça va remplacer, les robots vont remplacer l'humain. Notre conviction aujourd'hui, c'est que c'est les humains qui utilisent au mieux ces robots qui vont remplacer les humains qui ne les utilisent pas ou mal. Et aujourd'hui, on a clairement une opportunité très importante et une fenêtre de tir pour faire du Maroc un véritable hub technologique régional, pour pouvoir tirer le meilleur parti en fait de ces technologies. Et on le voit, il y a 2 leviers principaux qui permettent de l'atteindre. Le premier, il est humain. Et on voit qu'il y a une vraie guerre des talents au niveau mondial. Est-ce qu'on reste là-dessus justement, Youssef Chalabi, sur l'humain? On sait que déjà le secteur du digital et de l'IT souffre de... Vous avez vu comme moi, chaque fois, c'est la fuite des cerveaux, les data scientists. Bon, bref, il y a toute une vraie aspiration, en tout cas des talents et des talents marocains, on peut s'en féliciter aussi, qui s'exportent très bien, il n'y a pas que l'outsourcing. Ça d'une part, quand on regarde aussi la courbe du comportement activité, justement des call centers, centres d'appel, on voit que le turnover est un des plus élevés de tous les secteurs d'activité du pays, de notre économie. On parle de 40 ou jusqu'à 50% de turnover. Pénurie de ressources, on voit aussi donc une nouvelle population aussi
qui a réussi d'ailleurs à trouver un emploi et une activité, donc favoriser son intégration socio-économique dans notre pays, qui sont les populations subsahariennes. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites effectivement le premier critère, c'est le capital humain, les compétences, est-ce que déjà, dans cette transition hybride, vers un modèle hybride, est-ce que ça peut être compliqué parce que justement, le maillon faible de toute la chaîne de valeur, c'est le déficit de compétences? Évidemment que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. La guerre des talents, elle est au niveau mondial. Et surtout sur les profils techniques. Aujourd'hui, au Maroc, on est sur un rythme où on est entre 15 et 20 000 techniciens ingénieurs par an. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre les 100 000 d'ici 2030. On voit la formation des ingénieurs en IA, par exemple. Et dedans, bien entendu, tous ceux qui vont être spécialisés en IA. Donc, si vous voulez, cette guerre de talents, aujourd'hui, c'est une réalité au niveau de toutes les économies émergentes et également dans les pays du Nord qui, bien entendu, viennent faire leurs courses aussi chez nous. Mais c'est un peu de bonne guerre. Nous aussi, on attire des talents d'Afrique subsaharienne qui viennent chez nous. Et l'important, c'est d'avoir, si vous voulez, un vivier qui va être plus important pour se dire que même avec les départs, qui vont être également jugulés par les arrivées qui vont arriver, qu'au global, on continue quand même à avoir un vivier suffisant pour aussi bien alimenter nos propres besoins, mais également continuer à attirer des investissements étrangers, comme on continue à le faire. On voit de très beaux projets du type Oracle, donc des leaders technologiques mondiaux qui s'intéressent au Maroc, non pas seulement pour avoir accès au marché africain, mais également l'ouverture de centres d'excellence, de recherche et développement. Donc il y a de la R&D, et donc ça, c'est des signaux qui sont très forts. Est-ce qu'on a bénéficié justement ces opérateurs et acteurs de l'outsourcing? Parce que très souvent, en fait, on a eu aussi des centres de recherche et développement qui se mettent en place, qui s'installent chez nous, et on ne crée pas forcément un écosystème autour. Est-ce que alors aujourd'hui, vous avez fait référence à l'Inde? Donc j'ai bien regardé, bien sculpté et ausculté cette montée en charge de l'Inde. Comme c'était le pays un peu arrière-boutique du monde. On n'y faisait pas grand-chose il y a 20 ans, 30 ans. 40 ans, aujourd'hui, on y fait tout. Des semi-conducteurs, des porte-avions. Et on est leader mondial d'ailleurs. Je crois qu'il capte plus de 50 ou 55% de part de marché de l'activité outsourcing. C'est bien ça? Exact. Et si vous voulez, aujourd'hui, dans les services, ça obéit à peu près à le même type de logique à celle qu'on a pu observer dans l'industrie. Au départ, vous êtes consommateur, après vous êtes sous-traitant, après vous êtes co-traitant, et puis après vous commencez aussi à faire de la R&D, de l'innovation sur place. Et donc cette montée en compétences, elle est en cours, on le voit dans l'industrie, mais c'est le cas également dans les services. Et c'est pour ça que lorsque vous avez des géants mondiaux de la technologie qui font confiance dans la destination Maroc, c'est qu'ils estiment qu'il y a à la fois les infrastructures et puis le talent de ressources qui a suffisamment de potentiel pour pouvoir relever ces défis. Et donc pour nous, on est à un moment... Où est-ce qu'on est dans cette logique? Vous dites effectivement industrielle, on l'a vu sur le secteur de l'automobile. C'était porté par d'abord Ahmed El Hachemi, c'était en 2007, 2008, 2009. On a fait l'ANAMI a pris le relais, ensuite le relais aussi a été pris par Riyad Mezour. Voilà. Et là on voit qu'il y a une logique, une dimension linéaire dans le développement du taux d'intégration concernant le secteur automobile et de l'aéronautique aussi. Quand on regarde le secteur des services, de l'outsourcing, est-ce qu'on peut dire la même chose ou pas? Et faire le même constat? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans notre secteur, il n'y a pas de problématique de taux d'intégration puisqu'on est déjà à 100%. Notre seule matière, c'est une matière grise. Et donc, on n'a pas besoin d'intrants pour pouvoir exporter. Donc, c'est pour ça que l'enjeu... Donc, il n'y a pas de question de taux d'intégration. Parce que, justement, c'est uniquement avoir des talents, des bonnes infrastructures et également un positionnement gagnant pour pouvoir attirer les meilleurs marchés vers nous. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème d'intrants, même s'il y a cet enjeu de capital humain et d'implémenter aussi des compétences. Mais est-ce qu'il ne va pas se poser, ce problème d'intrants aujourd'hui, avec les solutions d'intelligence artificielle? Vous avez fait référence, on a pris l'exemple de l'Inde, je pense qu'on peut prendre cet exemple-là. Ils fabriquent et produisent aujourd'hui des solutions en matière d'intelligence artificielle. Ils sont passés du logiciel d'ailleurs, l'intelligence artificielle. Est-ce que nous, et vous en tant que président de la Fédération marocaine des services, est-ce qu'il y a un enjeu aussi pour commencer peut-être à encourager les startups sur l'intelligence artificielle bien sûr. Et ne pas importer, parce qu'on risque d'importer, vous avez commencé peut-être aussi, à importer massivement des solutions IA? Alors là-dessus, il faut qu'on soit malin et qu'on soit aussi conscient de nos limites et des forces qu'on pourrait avoir. Si vous voulez aller rentrer dans cette grande bataille pour inventer des nouvelles IA, on voit que même l'Europe a du mal. On voit très bien que le match il est en train de jouer entre les US avec OpenAI, avec les Chinois, avec des technologies comme DeepSeek. 6 millions de dollars. Les Chinois, c'est 60 millions de dollars. Les Chinois. On ne peut pas le faire, non? C'est pas une question d'argent, c'est une question de talent.
Oui, une question de mais c'est aussi une talent. question d'argent, d'investissement sur la. Oui, mais on voit bien que là-dessus, il y a quand même un enjeu qui est plus important au niveau justement de la maîtrise technique. Mais si vous voulez, on n'est pas obligé d'aller créer notre propre IA pour pouvoir capter une part intéressante de ce marché. Il y a tout ce qu'on appelle l'IA appliquée. On n'est pas obligé de réinventer la roue. On peut très bien se connecter à des modèles existants avec des API et après travailler sur des dynamiques verticales, sectorielles, et puis aussi travailler sur tout ce qu'on appelle le corpus d'apprentissage, qui est en fait une vraie valeur qui est apportée en plus de la solution et qui fait la différence, puisqu'aujourd'hui on vous vend l'IA comme quelque chose de magique. La réalité, c'est que c'est une boîte noire dont on ne sait pas réellement comment ça fonctionne, et dans certains cas ça donne des résultats qui sont bluffants, et dans d'autres cas ça donne des résultats qui peuvent être désastreux, parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'hallucination qui existe et qui fait que même ceux qui conçoivent ces modèles ne peuvent pas prévoir à 100% ce qu'il en ressort et ni l'expliquer. Et donc il y a une opportunité très intéressante pour pouvoir monter en compétence ces robots, les entraîner, surveiller ce qu'il en ressort, donc contrôler. Donc il y a un vrai rôle de coach, un nouveau rôle de coach de ces robots, et puis une responsabilité aussi par rapport à ce qu'il en ressort. Et c'est pour ça que nous, notre conviction, c'est que le modèle gagnant, c'est lorsqu'on met à disposition de nos collaborateurs, de nos agences, ces outils qui sont très performants, mais qu'on laisse la responsabilité à notre niveau pour ne pas les mettre en frontal vis-à-vis du client final. Ça, j'ai bien compris, mais ça, c'est les outils que vous importez. Alors, bien entendu. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui. On n'est pas c'est pas comme dans l'industrie, on va importer ou exporter. Il faut se dire qu'il y a une plateforme qui va évoluer, sur laquelle on va investir, on va développer, customiser, faire du sur-mesure. Donc, il y a énormément de travail qui est fait localement pour adapter ces modèles. Je n'ai pas de problème, Youssef, simplement la solution IA, quelle qu'elle soit chinoise, américaine, française ou peu importe, et j'espère demain marocaine, sous l'impulsion d'ailleurs des opérateurs, les acteurs du secteur outsourcing, c'est aussi des solutions qui sont, je veux dire, qu'on va acheter, qu'on ne fabrique pas localement, on est bien d'accord. Oui, je rappelle que l'exemple de l'Inde, c'est pas très gênant pour vous. Non, c'est pas très gênant. C'est pas un coût supplémentaire, une charge financière supplémentaire. Oui, mais je vous dis, si en fait la valeur était uniquement dans la solution, je veux bien, mais on voit que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une très grosse partie de la valeur ajoutée qui est liée justement au corpus d'apprentissage, à l'entraînement de ces modèles, et en fait tous les nouveaux métiers de prompt engineering, de tout ce qui concerne l'analyse des data et tout le fine-tuning de ces modèles, c'est beaucoup de ressources, d'expertise. Et au final, dans une solution, nous on a fait des tests. On a acheté des solutions, par exemple, qui vont vous permettre de gérer automatiquement la qualité. Et c'est des choses qui sont vendues comme étant magiques. Vous mettez ça en place. La qualité de l'interaction. Voilà, l'interaction qui va écouter, analyser et puis donner une notation sur la performance de l'interaction, etc. Et lorsqu'on vous vend ça, on vous dit voilà, c'est exceptionnel, c'est magique, vous implémentez ça, c'est du plug and play et au final, ça vous gère ça comme un humain. La réalité, c'est qu'on doit mettre plusieurs mois, on a mis plus d'1 an, à faire en sorte de passer de 40% de taux d'erreur jusqu'à moins de 5% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a cette expertise qui permet d'entrer... C'est assez logique en même temps, non ? On n'arrive pas, parce qu'on a une technologie nouvelle et récente que tout de suite, en fait, elle va être... C'est logique, mais la réalité, c'est que la valeur qui est apportée par les humains qui ont permis de faire en sorte que cette solution soit pertinente est au moins aussi importante que la solution initiale elle-même. Et donc ça veut dire que c'est vraiment dans une solution IA globale, la partie humaine peut faire la différence et fait la différence. Et comme on peut la gérer ici au Maroc, donc au final, dans ce qui est vendu aux clients, c'est pas seulement le contenu technologique qu'il faut apprécier, mais c'est l'équation globale qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu ou pas, d'ailleurs, Youssef Chaibi, sur le fait que, globalement, nous, les différents acteurs et opérateurs, dont je suppose d'ailleurs autour de ça, c'est les donneurs d'ordre qui sont basés en Europe, entre autres, essentiellement. Essentiellement, oui. Est-ce qu'on est assez dépendant ? On n'est pas... Enfin, je sais pas. Alors, on s'est pas mal diversifié. Je vous disais, c'est vrai qu'initialement, c'était la France le principal marché des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on voit que l'Europe du Sud s'est également pas mal développée. On voit aussi un mouvement intéressant de retour des Marocains de la diaspora dans d'autres pays. Depuis le Covid notamment, l'essor du télétravail qui a fait aussi qu'on avait beaucoup moins de barrières physiques pour pouvoir travailler dans nos métiers. Et donc on gère aujourd'hui beaucoup plus de langues. On a développé le marché canadien aussi. On voit qu'il y a des opportunités intéressantes. C'est vrai que sur l'anglophone à gros volume,
on est une destination beaucoup moins naturelle que l'Inde ou les Philippines, mais globalement, on est beaucoup moins dans une logique de dépendance économique vis-à-vis de la France. Par rapport à ces défis, intelligence artificielle qui se posent à toutes les économies dans le monde, à tous les secteurs d'activité, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'outsourcing, est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi de voir les opérateurs, même si vous disiez qu'effectivement il y a une opportunité, il y a un potentiel de développement qui fait qu'on sait très bien que même le marché français, essentiellement, il y a des perspectives à un horizon. Mais se dire, voilà, c'est un peu l'inconnu, l'intelligence artificielle, son développement. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte aussi de se dire, on n'a pas tous les outils pour aussi, nous, opérateurs et acteurs marocains, dans l'externalisation et l'outsourcing, savoir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer demain ou après-demain. Vous avez vu, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, tout va extrêmement vite. Est-ce que pour nous, d'ici du Maroc, de Casablanca ou de Rabat, effectivement, c'est pas trop... Alors, la réalité, c'est que personne ne sait vraiment, et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir naviguer dans un monde qui va rester incertain, où ce qui va compter, c'est de pouvoir être agile, pouvoir réagir rapidement en fonction des évolutions, justement ne pas faire des paris sur du trop long terme, parce qu'on sait que certaines technologies sont vendues comme étant exceptionnelles, et on voit quelques mois après, elles peuvent être totalement mises au second rang avec des choses encore plus... Voilà. Et donc, ça veut juste dire qu'on doit faire évoluer notre façon de travailler, être dans des modèles plus agiles, être dans des logiques de test and learn. C'est quoi? C'est plus agile, c'est quoi? Être modèle start-up, un petit peu? Être light, parce que c'est ça en fait aujourd'hui. C'est-à-dire quand on est beaucoup dans le terme agilité, qu'est-ce qu'on y met ou qu'est-ce que Alors je vous donne un exemple. Nous, ce qu'on y a mis concrètement, c'est qu'on a créé ce qu'on a appelé un laboratoire d'expérience client, qui est donc focalisé sur les technologies d'intelligence artificielle, qu'on appelle l'Outsourcia Lab. Et donc en fait, c'est une plateforme de test and learn qui permet justement de faire de la veille, de tester les différentes solutions qui sont proposées, de voir en termes de ROI qu'est-ce qu'elles permettent de délivrer réellement, en termes de qualité et de qualité perçue par nos clients, est-ce qu'elles donnent satisfaction, et puis en permanence de retenir ce qui nous paraît être le plus pertinent et de rejeter ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très difficile de le faire si on n'est pas dans cette logique de test and learn justement, qui est à mon avis la nouvelle norme dès qu'il s'agit d'IA, puisqu'on ne peut pas aller comme dans d'autres technologies auparavant dont le résultat était garanti ou le ROI était parfaitement mesurable avant même de lancer le projet. Là, aujourd'hui, on change en fait de façon de travailler totalement. Et est-ce que la façon de travailler aussi en matière de recrutement, on parlait de capital humain là-dessus, aujourd'hui va considérablement évoluer, être chamboulé, et qu'en fait le changement de paradigme concernant l'intelligence artificielle dans le domaine et secteur de l'outsourcing, ça va être essentiellement sur les profils de recrutement qui ont, la sociologie va considérablement bouger, voire être bouleversée. Oui, totalement. Aujourd'hui, on disait le défi principal, c'est celui des talents. Donc, il y a des enjeux très importants pour mettre à niveau tous nos programmes de formation qui soient adaptés justement à ces évolutions technologiques. C'est la formation interne que vous allez faire, est-ce que ça veut dire que c'est Outsourcia en fait qui va prendre en charge financièrement la formation des... avant c'était les téléconseillers, maintenant on appelle ça les conseillers technologiques, c'est ça? En fait, ou les assistants technologiques. Est-ce que il y a une question de formation et de coût? C'est toujours les deux en fait. Nous, c'est devenu notre métier de base en fait, la formation. Et c'est pour ça qu'on dit justement, étant donné qu'on est des professionnels de la formation, qu'on fasse cette formation auprès de collaborateurs ou bien auprès de robots. Finalement, il y a vraiment un lien entre les deux, puisqu'aujourd'hui on forme également des robots pour être plus performants. Si on revient à la formation justement de nos talents en interne, l'idée c'est qu'on apporte le complément de formation qui est nécessaire pour pouvoir travailler sur les opérations de nos clients. Donc ça veut dire qu'il faut déjà une autre partie qui soit déjà existante. Évidemment, idéalement, il faut qu'on puisse avoir des profils proches de la cible en termes de... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vous confirmez ou pas d'ailleurs? C'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Youssef Chaibi, qu'il y a de moins en moins de profils disponibles sur les marchés. Et sur le marché de compétences, et que plus le temps passe, plus la technologie se développe en termes de solutions IA, et moins on a de compétences disponibles sur le marché. Alors non, ça c'est pas totalement vrai. Je vais vous dire, par exemple, il y a deux tendances importantes dans la relation client. La première, c'est qu'on voit que la voix est en train de baisser au profit de l'écrit. Donc il y a plus de messaging aujourd'hui. Et donc ça nous apporte deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a moins de problématiques d'accent, par exemple, puisque c'est plus à l'écrit, donc on peut être un peu moins
sélectif par rapport à la maîtrise des langues. Et la deuxième, c'est que vous avez des systèmes aujourd'hui qui vous permettent de faire des traductions instantanées avec un niveau de qualité qui est quasi parfait et qui fait qu'avec une personne qui parle une seule langue va pouvoir répondre en toutes les langues. Vous allez robotiser l'humain en fait, la compétence. Exact. C'est ce qu'on appelle justement des agents augmentés. Agent augmenté, est-ce que ça veut dire aussi que quelque part certains pourraient, des humanistes jusqu'au bout des ongles, pourraient se dire est-ce que le secteur de l'outsourcing, Youssef Chreibi entre autres, est-ce qu'il n'est pas en train d'entamer aussi un processus de déshumanisation de l'individu dans ce secteur aujourd'hui qui est confronté à la robotique, à la robotisation, à l'intelligence artificielle, et qu'en fait fondamentalement, vous savez, il y a tout un débat autour de la montée en puissance du discours idéologique de Donald Trump et de ses alliés de la Silicon Valley, de se dire ils sont porteurs d'une idéologie politique. Est-ce que ce qui est en train de se passer est en train de se jouer aussi peut-être dans le secteur du outsourcing? Et l'intelligence artificielle, c'est un nouveau mindset idéologique. Alors en fait, il y a deux tendances. Il y a la tendance de l'automatisation, de tout ce qui peut être automatisé, mais également une autre tendance et qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, les clients, les consommateurs sont en attente d'avoir de plus en plus de personnalisation et d'avoir de relations authentiques avec les marques. Et donc, elles rejettent tout ce qui est standardisé et robotisé. Est-ce que ça va durer, ça? Est-ce que sur la durée, vous avez vu comment les nouvelles générations sont ultra connectées? Est-ce que vous pensez, vous, que dans 200 ans, on aura moins envie d'avoir une relation authentique avec les gens? Il y a des choses qui évoluent en termes de techno. Je me dis qu'aujourd'hui, en termes de sociabilisation et de sociabilité, on voit que ça a sérieusement évolué entre nos parents, si je peux me permettre, Youssef, et vous et moi. Il y a des choses qui évoluent et d'autres non. Oui. Il y a des choses qui évoluent et d'autres au contraire, il peut y avoir des sursauts, d'avoir de besoin justement de plus d'authenticité, de plus de personnalisation, justement avec ça, ce convaincu. Pour vous, c'est une certitude? Ou c'est un souhait, c'est un ressenti? C'est juste que ça me paraît un petit peu naturel et que je ne vois pas qui a envie de vivre dans un monde où tout est 100% aseptisé, automatisé. On parle de véhicules autonomes aujourd'hui, on parle même de supermarchés existants aujourd'hui aux États-Unis et pas que au Canada où il n'y a pas de caissière. Il n'y a pas de caissier, donc on rentre dans le magasin, on fait ses courses avec une carte bleue. C'est une réalité aujourd'hui qu'on n'a pas forcément chez nous. Oui. Mais est-ce qu'effectivement on n'est pas en train de rentrer dans un nouveau modèle de cohabitation entre robots, et pas qu'au niveau de l'outsourcing, entre robots et humains dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, et que du coup ça pourrait influer et influencer votre futur modèle? C'est pour ça qu'en fait, il y a un arbitrage à faire entre ce qui peut être automatisé et ce qui en fait, au final, n'apporte pas réellement de valeur, qui est relativement standardisé. Pourquoi? Certains considèrent que le outsourcing, l'avenir, c'est l'automatisation quasi globale et qui crée de la valeur? Oui, non, mais dans certains cas, lorsque les choses sont vraiment simples et que c'est vraiment une tâche qui est répétitive, ça n'intéresse personne de le faire. Aussi bien le client final que nos collaborateurs qui ont mieux à faire. Donc lorsque réellement il n'y a pas de valeur, évidemment que ça doit être automatisé et c'est déjà en train d'être fait et ça n'aura pas d'incidence. En revanche, dès qu'il y a un besoin de personnalisation, d'authenticité, d'échange qui vont pouvoir apporter quelque chose en plus, une dimension en plus, là-dessus, moi, j'ai pas de crainte. Je suis pas devin, mais je me dis juste que c'est naturel que ce besoin justement de lien avec les marques perdure et que l'automatisation concerne que les tâches les plus normées. Et ça, vous dites en fait, c'est une croyance, en fait, une conviction, mais vous n'avez pas de certitude à ce niveau-là aujourd'hui. Qui peut avoir une certitude à propos de quoi que ce soit? On dit juste qu'au final, l'important, c'est de faire ce que les clients attendent. Et lorsque vous posez les questions aux clients, vous faites des études, vous leur demandez s'ils ont envie de parler à un robot ou à un humain, vous allez voir qu'il y en a moins de 10% qui préfèrent parler à un robot. Et si, Youssef Chreibi, vous leur posez la question, est-ce que valeur aujourd'hui, est-ce que vous parlez plus à des robots qu'à des humains lorsque vous avez une requête auprès d'un opérateur télécom ou autre, même d'ailleurs même service administratif, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait on parle de plus en plus à des robots, à de l'informatique qu'à de l'humain. En fait, ça dépend comment la question est posée pour avoir la réponse. Ce que je vous disais, c'est que lorsque réellement l'information existe, on n'a même pas besoin de parler à qui que ce soit, ni à un robot, ni à un humain, on va la chercher là où elle se trouve. Et si on veut avoir une interaction, c'est-à-dire en fait, ça justifie en fait, d'avoir un échange avec quelqu'un d'autre en face, en général, et je pense que ce sera le cas pour longtemps, on préfère parler à quelqu'un qui va analyser, comprendre, réagir, ressentir
proposer des choses qui soient vraiment du sur-mesure, etc. Bien entendu, en bénéficiant de tout ce que peut apporter la technologie. Et donc ces technologies mises à la disposition des humains. Donc pour vous, l'intelligence artificielle générative va atteindre un plafond, une limite, un plafond de verre, et qu'elle ne pourra pas effectivement être cette personne de compagnie qui a aussi des ressentis, qui a aussi des sensibilités, qui a aussi des émotions. Parce qu'il y a tout un sujet aujourd'hui là-dessus. Moi, je pense que ça va continuer à beaucoup évoluer au niveau technologique et que personne ne sait vraiment où ça va arriver en termes de progrès. On sait que ça va à une vitesse que personne ne peut contrôler. Je continue à penser qu'il y a certaines choses qui ne pourront jamais être remplacées. Qui sont immuables, comme on dit. Voilà, la conscience, les émotions. Pour accompagner le secteur et son développement, à l'époque c'était l'offshoring, outsourcing, l'État, les pouvoirs publics ont toujours été présents, me semble-t-il, peut-être pas suffisamment, ça vous me direz, mais en tout cas ont toujours joué leur rôle. Incitation fiscale, il y a aussi des parcs qui ont été mis en place, je pense à Caserne Hirschhorn, Technopolis, à Rabat, depuis 2007, 2008, 2009, 2010, à ce jour. Est-ce que vous souhaitez toujours aussi bénéficier des mêmes avantages consentis par les pouvoirs publics ou valeur aujourd'hui, à la lumière de l'intelligence artificielle, de sa montée en puissance, de ces nouveaux défis, nouveaux paradigmes pour les acteurs du secteur, c'est peut-être réorienter peut-être les attentes et priorités? Alors justement, on a revu en fait tout le dispositif d'aide. On a estimé qu'il n'était plus vraiment adapté à nos besoins. Et on a travaillé sur tout de nouvelles mesures en fait, de soutien à notre secteur, avec des aides directes à la création d'emplois, des aides directes aux efforts de formation continue qu'on doit faire en interne, alors que le dispositif qui existait auparavant était un petit peu lourd au niveau administratif et pas suffisamment ambitieux par rapport à nos besoins. Donc il y a clairement un besoin justement de refonte. Sur le capital humain, c'est-à-dire vous souhaitez, parce que je rappelle, il y a 15 milliards de dirhams qui ont été mobilisés par l'exécutif d'ailleurs pour accompagner, faire un peu la promotion de l'emploi. Nous, en tant que Fédération marocaine de l'externalisation et des services, on a envie aussi d'avoir... Alors en fait, là, je ne vous parle pas d'envie, c'est des choses qu'on a déjà obtenues. Donc c'est dans le cadre justement de la stratégie Maroc Digital 2030. Et donc on attend son mise en application dans les mois à venir. C'est déjà en cours, donc toutes les mesures sont déjà ficelées. Là, c'est juste une question en fait de circulaire pour pouvoir les appliquer. Donc ça va être des primes à l'emploi en fait. Alors je vous ai dit les primes à l'emploi, primes aussi qui sont liées à la prise en charge d'une partie des investissements en formation qui sont faits chez nous. Donc ça, c'est les deux nouvelles mesures. Et puis le maintien des... C'est une espèce de crédit de formation, c'est ça en fait? Non, c'est un investissement qui est calculé sur la base de la masse salariale et on prend en fait un pourcentage de cette masse salariale qui est directement pris en charge par l'État pour pouvoir justement nous aider dans les efforts de formation. Donc l'effort de formation, la formation IA exclusivement? Non, pas exclusivement. On parle de différents écosystèmes et bien entendu l'IA en fait partie. Est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui, Youssef Chreibi? Non, c'est pas le problème. La formation IA n'est pas... En fait, on ne donne pas une priorité à la formation IA. Certains acteurs d'ailleurs du secteur de l'écosystème numérique et digital considèrent qu'en fait il faut donner un coup de volant par rapport à tout ce qui se passe d'ailleurs depuis janvier et le retour de Donald Trump. On a eu OpenAI, on a eu DeepSeek et puis en fait on se dit voilà ça va continuer et ça va s'accélérer. Surtout qu'il y a Elon Musk qui est en première ligne. Donc là-dessus, il faut prioriser l'IA comme priorité nationale. C'est le cas aujourd'hui. Et au niveau de la formation, et vous dites, moi, effectivement, avec les pouvoirs publics, c'est volet formation, accompagnement financier de l'État, mais pas en donnant une priorité ou une primauté à la formation à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la formation qui est liée à l'intelligence artificielle, c'est celle qui concerne... le plus gros aujourd'hui est lié à ça. Vous avez vu, c'est sur toutes les bouches, il y a une véritable obsession autour de ces sujets. Et c'est une réalité aussi au niveau des entreprises, et en particulier celle de l'outsourcing. Et on voit que c'est aujourd'hui le gros des programmes de formation. Donc bien entendu, c'est directement concerné. Mais c'est nous qui définissons les priorités par rapport à nos besoins, ceux de nos clients et les principaux projets sur lesquels on travaille. Donc priorité et donc c'est couvert, c'est totalement couvert. Capital humain à la fois sur le recrutement et à la fois sur la formation. Exact. Dernier point là-dessus, ça paraît très bête, je vais finir par une question un peu naïve, voire un peu bébête. Est-ce qu'on a suffisamment de formateurs de bon niveau pour former ces lauréats, étudiants qui souhaitent se diriger vers des métiers IT autour de l'intelligence artificielle? Parce que très souvent on se dit où on a les bons où on a les super formateurs, les bons profils, on n'a pas forcément la population pour être formé et être éligible à la formation, ou l'inverse. Est-ce que cette fois-ci ça match?
Ben non, ça ne matche pas, on n'en a pas assez, et donc il va falloir former plus de formateurs aussi. Donc en fait, les deux. Donc c'est former des formateurs et puis former ceux qui doivent être formés. Mais en tout cas, optimiste pour Youssef Chreibi, pour l'avenir. Oui, c'est des moments passionnants, puisque c'est des moments de rupture qui ressemblent à ceux de l'arrivée d'Internet en 95, où en fait toutes les cartes sont rebattues, et il y a énormément une autoroute d'opportunités qui s'offre à tous les acteurs qui veulent à la fois être primo-utilisateurs de ces solutions, mais également acteurs de ce changement en travaillant aussi bien sur ces nouveaux métiers qui sont liés à l'intégration. Je vous parlais d'IA appliquée, puis également tout ce qu'on va pouvoir mettre à disposition des acteurs internationaux qui voient dans le Maroc aussi un véritable hub technologique régional pour pouvoir aussi aller en Afrique. Atout majeur du Maroc jusqu'à présent, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs le cas, mais est-ce que ça va durer, ça vous me direz, sa position géographique et stratégique, son capital humain et aussi l'implication de l'État, donc avec les incitations fiscales. Exact. Est-ce que certains considèrent que ce modèle-là, il va falloir qu'il soit réajusté, parce que si on veut rester dans les radars et dans les bons radars, en termes de destination service offshore, la position géographique ne suffira pas, parce que la technologie, c'est sans frontières. Le capital humain, on voit qu'il y a une érosion, avec un turnover de plus en plus élevé, et puis l'effectuer des recrutements, et le soutien de l'État, vous dites maintenant, il est en train de se réorienter sur la formation et l'aide au recrutement. Est-ce que là aussi, ce triptyque, il faut qu'il évolue? Il évolue sans cesse. Vous savez, ces défis sont les mêmes qu'on a rencontrés quand le secteur a démarré il y a 25 ans. Et donc, justement, là, on peut faire la différence, c'est sur notre capacité à se réinventer en permanence en fonction de ces nouvelles contraintes, mais également des nouvelles opportunités qu'on voit arriver, et également de l'évolution des besoins de nos clients. Et jusqu'à présent, on a réussi à naviguer avec ces différentes évolutions, et on a réussi à maintenir cette position en fait de leader, et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas continuer à le faire. Donc la croissance insolente a encore de beaux jours devant elle, c'est ça, Youssef Chreibi? C'est ma conviction, oui. Votre conviction est il y aura toujours plus de productivité, pas forcément moins d'emplois également? C'est votre deuxième conviction? Parce que, encore une fois, les leviers de croissance sont plus importants que les leviers de transfert de l'humain vers le robot. Merci une fois de plus à vous, Youssef Chreibi, éclairage dynamique, interactif. Merci à vous. Sur toute la chaîne, nouvelle chaîne de valeur, un nouvel écosystème d'ailleurs. Exact. Qui s'impose, j'ai envie de dire, à tous les acteurs du l'outsourcing et non pas de l'offshoring, pour pouvoir, rester en vie, mais surtout pour pouvoir continuer à dégager de la richesse, c'est ça? Exactement. Voilà, et puis des emplois. Et des emplois aussi, puisque vous avez fait... Et en particulier pour les jeunes, pour les personnes qui sont éloignées en fait, de l'emploi. Donc c'est aussi une croissance qui est plus inclusive. On n'a plus vraiment de limites. On peut aller dans des régions, on peut employer plus de femmes. C'est le cas dans notre secteur qui emploie plus de femmes que d'hommes. Les personnes en situation de handicap. Donc vraiment, on répond aux différentes priorités qui sont données aujourd'hui par le gouvernement. Et puis c'est le cas de l'ensemble des économies mondiales aujourd'hui. C'est la création d'emplois pour les jeunes. En tout cas, on voit bien que le secteur du outsourcing en termes de marché est un marché extrêmement flexible. Parce que quand on voit le niveau du turnover, on s'est dit que la flexibilité, autant dans certains secteurs, elle n'est pas forcément une réalité, mais en tout cas au niveau de l'outsourcing, c'est une vraie réalité. Tout à fait.